Oui, Roch, et si on en parlait aujourd'hui, on a annoncé notre sujet déjà. Oui, notre sujet aujourd'hui, comme nous en parlions déjà, la multiplicité des familles monoparentales, c'est un phénomène de plus en plus grandissant dans notre société. À quoi cela est dû et comment bien gérer l'éducation des enfants lorsqu'on se retrouve dans cette situation? Que faire pour, si possible, prévenir justement ce phénomène que personne ne souhaite d'ailleurs? Eh bien, c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Exactement, c'est ce que nous allons essayer de comprendre avec nos invités déjà présents sur ce plateau. J'ai déjà annoncé tantôt Agnat Bello Onifade, personne ayant vécu dans une famille monoparentale. Bonjour. Bonjour, Machel Bador. Oui, aujourd'hui, ce n'est pas la grande journaliste. Non, pas du tout. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Très belle Merci ce matin. Hein? Merci beaucoup, Et je vous ai dit tout à l'heure qu'elle a dansé. Mais vous n'avez plus fait ça quand vous dites que vous êtes très belle. Oh. C'est ce qu'elle a l'habitude de faire. Non, mais ça, c'est les coulisses internes. Je ne suis pas d'accord avec vous. Et avec des secrets entre En téléspectateurs. tout cas, avec vous, nous avons Cynthia Hedji, personne vivant dans une famille monoparentale. Bonjour. Bonjour madame, Comment allez-vous? je me porte bien. Merci d'être là. Merci. Vous avez aussi dansé, hein, c'était beau à voir. Oui, merci. Et au De, téléphone. de nous deux qui a bien dansé. Ah, tu veux que je vote? Non, c'est pas vous qui votez. Je crois que ce matin, c'est match nul. Hein. Ah oui? Annie, tu es sûre? Oui, match nul. Bon. Ah, il ne faut pas faire ça. Tout le monde est... Match nul. Non, ce D'accord. matin, c'est un match nul. Voilà. Très bien. Et au téléphone, on va vous recevoir dans quelques instants Dr Kalnassi Adjakidje. Il est sociologue. Oui, il est sociologue et il nous donnera sa lecture sociologique de ce phénomène de monoparentalité de plus en plus dans notre société. Alors, Madame Hedji, on dit généralement que l'enfant a besoin de ses deux géniteurs pour une bonne éducation, mais il arrive des fois de voir, surtout des femmes, se retrouver seules à élever, à éduquer leurs enfants. Et leur nombre va de plus en plus grandissant dans notre société. Dites-nous, à quoi cela est-il dû? Ok, bonjour le plateau. Ouais. Merci monsieur le journaliste. Ouais. Pour moi, la première cause de la monoparentalité, c'est la séparation des deux personnes. La séparation du papa et de la maman. La deuxième cause, à mon avis, et qui n'est pas vraiment très fréquente, c'est le décès de l'un ou l'autre des conjoints. Et une dernière cause qu'on pourrait évoquer, c'est le fait pour quelqu'un de ne pas être déjà en couple et d'avoir quand même eu un enfant. Elle n'est pas en couple avec quelqu'un, mais elle a eu un enfant de cette personne-là. Si cette personne-là ne veut pas de cette relation, subitement, elle devient une personne qui doit gérer un enfant seul. Donc, à mon avis, ce sont les trois causes de la monoparentalité dans notre société. D'accord. Mais vous, c'est vrai que vous avez essayé d'énumérer quelques causes. Marcel disait, avant votre arrivée sur ce plateau, est-ce que ce n'est pas un effet de mode? Est-ce que certaines femmes ne choisissent pas volontairement d'avoir juste des enfants et parce qu'elles sont à la recherche d'une certaine indépendance vis-à-vis de l'homme, décident de vivre seules avec leurs enfants? Je ne dirais pas qu'il n'y a pas de ces cas. Mais je pense que c'est une situation que beaucoup de femmes ne préfèrent pas vivre. Parce que c'est une situation très difficile. Et beaucoup de femmes préfèrent que le papa de l'enfant reste avec elles plutôt que d'être ailleurs pour qu'elles aient à assumer seules les charges. Les femmes qui, comme vous le dites, préfèrent s'occuper seules de leurs enfants, elles ne sont pas nombreuses. Et c'est un choix de vie qu'elles font certainement après avoir vécu un certain nombre
situation. Mais il n'y a pas que les femmes qui se retrouvent seules avec des enfants à assumer leurs responsabilités, leur éducation. Il y a aussi des hommes qui se retrouvent dans le cas. Madame Onifade, dites-nous, vous, votre cas, je sais que vous avez partagé avec nous dans les coulisses, mais vous allez le partager également avec les téléspectateurs. Vous avez été éduqué dans une famille monoparentale où votre papa a eu cette lourde responsabilité de vous donner d'éducation. Comment cela a été et comment vous l'avez vécu? Alors, c'est vrai, pour beaucoup, pour ceux qui me connaissent habituellement, ils sont au courant de la petite histoire, mais les téléspectateurs ne le savent pas. Je n'ai jamais partagé cela sur un plateau. Mais dans notre cas, non, c'est, comme elle a eu à le dire, c'est l'une des causes. Hein, c'est le décès de ma mère. Le décès de ma mère en 1999. Paix à son âme. Paix à son âme, que son âme repose en paix. Amen. Et mon père s'est remarié en 2009. Donc, ça fait que pendant 10 ans, on a vécu tout seul avec mon père, mon petit frère et moi. Et est-ce que vous avez senti l'absence de maman? Comment ça a été avec papa? Est-ce qu'il a pu assumer le rôle des deux personnes? Je crois que pour certains parents, c'est pas facile. Mais lui, bizarrement, il a quand même pu essayer de gérer. Et c'est vrai que d'une façon ou d'une autre, on ressent l'absence de sa mère. À l'école, vous voyez les autres enfants, parfois c'est leur mère qui vient les chercher. Il y a des rôles qui sont souvent définis pour la femme, pour la mère. Vous voyez, pour les autres enfants, c'est avec leur mère, surtout les filles, qu'elles vivent certaines expériences. Ouais. Mais moi, ces expériences-là, je ne les vis et je ne les partage qu'avec mon père. Ouais. Donc, d'une façon ou d'une autre, ce que ma mère devrait faire, c'était mon père qui le faisait. Et je crois que c'est le lieu de pouvoir louer son courage, parce que je pense que ce n'est pas toujours évident d'être à la fois père et mère, puisqu'il faut trouver autant la douceur de la mère que la rigueur du père. Donc, mais est-ce que papa a pu réussir ce rôle-là? Est-ce que vous avez senti un moment donné qu'il avait des difficultés à joindre les deux bouts? Comment ça s'est passé? Oui, c'est sûr qu'il a eu des difficultés. Bon, c'est vrai que moi, cette situation m'a obligée à grandir un peu trop vite. On m'a mis en face tout de suite des réalités. Et je crois que c'est peut-être le premier impact. Hein. C'est-à-dire, tu perds tout de suite un tout petit peu de ton innocence, parce que tout de suite, surtout quand tu es la fille, la femme, tu as envie un peu d'aider, de seconder ton père, d'être là pour lui, comme au moins ta mère en tant que conseiller, en tant qu'aide. Parce qu'au moins, le petit frère est là aussi, il faut en prendre soin d'une certaine façon. Et ça te donne aussi une responsabilité, autant dans les études, tu as envie de vraiment faire tout ton possible, parce que tu sens que cette figure-là, qui est à la fois mère et père, a besoin au moins de ça, pour se rendre compte que ce que je fais comme effort pour élever ces enfants-là, ça porte ses fruits. Mais vous savez certainement qu'il doit lui arriver des moments où il ne peut pas parler de certains sujets avec vous. Est-ce qu'il lui est arrivé de faire recours à peut-être une tante ou bien à une femme pour échanger avec vous sur ces sujets que l'on estime un peu sensibles? Je vais briser ce tabou tout de suite. La seule fois où c'est arrivé, où j'ai vraiment senti qu'il était mal à l'aise avec un sujet, une discussion, et mon père, il a voyagé, il a un peu aussi voyagé, il a travaillé ailleurs dans d'autres pays. Donc, quand j'étais là, seule avec un oncle et mon frère pendant un petit bout de temps, il était un peu inquiet, parce que c'était quand même l'époque de l'adolescence et tout. Il fallait parler plus ou moins sexualité avec moi. Je l'ai senti mal à l'aise un peu sur ce sujet. Et pour contourner la difficulté, tout de suite, il m'a emmené voir un gynécologue qui était une dame, Madame Dinandou. Je la salue au passage. Donc, c'est avec elle que j'ai abordé ces questions. C'est-à-dire, au lieu que ce soit une pièce, on est allé vers une personne dont c'est le métier. C'est avec cette personne que j'ai abordé ces sujets. Mais avant ça, déjà, il me harcelait. Est-ce que tu as eu tes menstrues ou pas? Moi, je voyais tout le monde souffrir. Et en ayant ça avec les douleurs, moi, j'en avais pas envie. C'est d'ailleurs, ça m'a valu ma première chimie. Je dis, mais ce truc qui fait mal là, pourquoi est-ce que vous me demandez d'avoir ça? Je ne veux pas avoir ça. Donc, c'est juste une petite anecdote. Effectivement. Alors, madame, oui. Oui, non. Je voulais demander à madame Santia, est-ce que c'est le cas chez vous aussi? Vous n'avez pas eu de difficulté à rester seule avec votre fille, puisque vous êtes mère d'une fille? Comment ça se passe à votre niveau, seule dans l'éducation de cette petite fille? Ok, je n'ai pas eu tellement de difficultés parce que j'ai eu le soutien de mes parents.
Et je pense que c'est ce qui est souhaitable pour toute femme qui vit dans cette situation. Mes parents m'ont beaucoup soutenue et ils continuent de me soutenir. Et c'est ça qui m'a permis jusqu'ici de tenir, je dirais. D'accord. Et comment vous arrivez à échanger avec la fille par rapport à votre situation? Est-ce qu'il n'arrive pas que la fille demande après son papa? Comment est-ce que vous vous arrangez? Ma fille est en contact permanent avec son papa. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas ensemble, que nous sommes à couteau tiré ou qu'il y a des disputes tout le temps, non. Même hier, ils ont parlé ensemble. Donc, il n'y a pas vraiment de difficulté par rapport à cela. Par rapport aux charges, est-ce que vous sentez un poids? Est-ce que vous vous retrouvez seul face aux charges qui relèvent de l'éducation de l'enfant? Par contre, là, oui. Oui, j'avoue que c'est très difficile lorsque c'est, comment on dit, c'est une seule main qui fait tout. Son père me vient en aide régulièrement, mais ce n'est pas ce qu'on aurait souhaité. C'est, je dirais, si on doit donner une marge, souvent les mamans font 80% et les papas 20% dans ces cas-là. Donc c'est assez difficile de subvenir seul, presque seul, aux charges de l'enfant. Ça ira. Oui. C'est une situation un peu difficile, un peu délicate à vivre. Hein. Nous allons voir du côté des téléspectateurs, des citoyens. Citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou, ce qu'ils pensent de ce phénomène de monoparentalité. Et puis nous revenons sur ce plateau. Et bien début de compter bois il fait 3e année CP de Léon et il content donc content ouais des caca mais à 3e on me peut vivre à 6e mon a récupéré on vient on a étiquette mais de yon donc son vieux sur mina fait des bois et va compter c'est 3e et 6e bon et caca il me bido bac dans le chebe. La jeunesse est au cœur de ce fléau aujourd'hui. Si nous devons parler de famille monoparentale, c'est à part les causes des faits de vie tragiques, par exemple le décès du conjoint, je crois que c'est surtout suite à la fuite de responsabilité des jeunes. Peut-être par manque de moyens ou par peur d'assumer la responsabilité parentale. Les grossesses sans père fixe, je crois que tout ça est à la base de cette famille monoparentale. Cette forme, c'est souvent chez les femmes qu'on constate ça. Et depuis un certain temps, ça se généralise en quelque sorte. On voit beaucoup de femmes aujourd'hui seules en train d'élever leurs enfants. Et je peux vous assurer que ce n'est pas facile. Ça peut être plusieurs choses. La pauvreté, la précarité ou l'échec d'une relation. La première des choses, c'est que nous n'avons plus assez de temps pour accompagner nos enfants de la période d'adolescence à la période adulte. Et si vous prenez les distances entre les lieux de travail et les résidences, nous n'avons pas ce temps pour accompagner les enfants. Et le bout de temps de samedi, dimanche que nous sommes à la maison n'est pas suffisant pour pouvoir accompagner ces enfants. Moi, je pense que c'est le premier point. Mais le deuxième point, c'est que la jeunesse d'aujourd'hui ne prend pas le temps avant de se mettre en couple. On se rencontre tout de suite, quelques jours après, on passe déjà au sexe, on passe à tout, on dit je t'aime, je veux te marier, on passe au mariage et vous allez voir, on voit même des mariages qui se passent quelques mois après, quelques années après. Le mariage ne dure pas dans le temps. L'éducation étant, on veut parler de l'éducation de nos vies, mais il m'a influé, mais autour.
yo nyɛ suvi ma ya zɔmɛ de kakari ne kɔfɛ zuwa nyimi donc éducation no viɔ tɔn no de xɛsi na attention viɔ tɔn no do xɛsi mi de mo. Jouer les deux rôles, le rôle de père, de mère et le rôle de l'éducateur, le rôle de la personne qui doit subvenir à tous les besoins, prendre toutes les charges. Vraiment, c'est un fardeau et je pense que c'est le moment de féliciter ces femmes. Moi, je n'ai jamais vu un homme élever seul ses enfants. Et il y a toujours les tantiers, les tontons qui passent par là tout le temps. Et chaque tata et chaque tantier a son éducation. Et ça dépend aussi de l'accueil que ces enfants ont réservé à ces tatas-là. Si les enfants réservent un bon accueil et à cette tata ou à cette tantie, les enfants là ont la chance de mériter de la gentillesse de tata. Sinon, dans le cas contraire, et c'est plus que l'esclavage, hein, si les enfants n'acceptent pas la compagne de papa. Je trouve que le mieux serait d'essayer de se mettre en couple, s'il y a des situations, des problèmes à gérer, de les gérer, mais monoparental, je ne suis pas très pour. C'est beaucoup mieux si vous êtes à deux dans le couple pour l'éducation de l'enfant, tout ça. Je trouve que quand c'est deux personnes, c'est mieux. Nous de wendo gbedin wendo na te séparé à gérer au dialogue jusqu'à aboutir à une fin. Sinon il va autant. Il t'a souhaité nous mettre à ce vers autant. Voilà, oui. C'est ce qu'on disait, hein. On essayait de commenter un peu les avis des citoyens rencontrés. Merci à Yasmine Damanta et à Julie Singbo. Et on revient sur ce plateau avec nos invités qui ont suivi également la Voix Pop. Et je viens à vous, Madame Cynthia. Dites-nous, est-ce que vous... D'abord, vous avez suivi. Quelles sont vos réactions par rapport à tout ce qui a été dit? Je pense que chacun a donné son avis par rapport au sujet. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que chacun a son histoire. Et l'histoire d'une femme qui élève seule ses parents, ou bien mon histoire ne sera pas la même que l'histoire d'une autre personne. Et ce qu'il faudrait surtout faire, c'est de ne pas, parce que c'est le constat, c'est de ne pas regarder d'un mauvais œil ces femmes-là. Ah ben justement, c'est la société a tendance à responsabiliser la femme de cette situation de monoparentalité. Exactement. Dans le cas des papas qui gèrent leur enfant seul, par exemple, on les considère comme des hommes courageux, des héros. Parce que c'est rare. Voilà. Il y a très peu d'hommes qui acceptent garder leurs enfants, les élever seuls. Voilà, c'est pourquoi on estime qu'ils sont des héros. Exactement. Par contre, dans le cas des mamans, on les considère comme des femmes frivoles ou des femmes qui n'ont pas pu. Non, il faut dire le vrai mot des blessés de guerre. Voilà, voilà. Merci beaucoup. Oh là là. Voilà. Des pièces de rechange. C'est des mots qu'on utilise malheureusement C'est dans la des mots qu'on société. utilise malheureusement dans la société. Ce qui, comment je vais expliquer? Ce qui stigmatise. Ça en rajoute davantage à une situation. Voilà, ces femmes-là les met entièrement à part par rapport aux autres. Et donc, je voudrais qu'on ne porte pas un mauvais œil sur ces femmes-là. Ok. Madame Agnate Bello, vous avez suivi également les avis des intervenants et vous avez réagi d'ailleurs par rapport à Madame Cynthia. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de cas où la femme ou l'homme choisissent de se retrouver dans une situation de monoparentalité. C'est très rare que l'homme ou la femme décide. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société où on se dit, si on a du mal à s'entendre, toujours pour le bien de ses enfants, il vaut mieux se séparer, il vaut mieux que quelqu'un ait la charge de l'enfant. Dans d'autres pays un peu plus évolués que nous, ils peuvent se mettre dans une situation qu'on appelle garde alternée. Mais souvent ici, c'est très rare d'avoir ce système de
garde alternée où les enfants sont autant à la charge du père que de la mère, donc que le père ou la mère se soit remarié. Vous voyez les enfants qui restent un peu chez maman peut-être pendant l'année scolaire et chez papa pendant les vacances, ou la maman à la garde pendant les 5 jours et le week-end c'est le père qui l'a. Ce système de garde alternée, on ne l'a pas beaucoup ici, donc nous sommes en face de personnes qui gèrent pratiquement seules le quotidien de ces enfants-là, parce que je me dis la charge émotionnelle aussi qu'il faut pour pouvoir élever des enfants, ce n'est pas toujours évident. Quand ils ne se sentent pas bien, vous n'avez pas forcément quelqu'un à côté tout de suite avec qui vous partagez ce stress-là. Et ça ne doit pas forcément être évident pour ces femmes-là, parce qu'elles sont plus nombreuses que les hommes, malheureusement ou heureusement. Je n'ai pas d'avis sur le sujet. Mais il faut quand même féliciter et encourager ces femmes-là qui font le choix d'élever leurs enfants vaille que vaille. Et parfois même, le père, il choisit d'être absent. D'accord. Très bien. Nous allons voir avec notre sociologue déjà en ligne si ce que vous dites est vérifié. Alors, bonjour, docteur Karl Nassi Adjakidje. Bonjour, monsieur Akoy Morak. Voilà, nous sommes en direct. Nous parlons aujourd'hui de la multiplicité des familles monoparentales. Vous, sociologue, quelle explication donnez-vous à cette situation que l'on constate de plus en plus aujourd'hui dans notre société? Ok, d'accord. Je vous remercie d'abord pour m'avoir associé à cette émission. Je salue vos invités ainsi que votre binôme. Bonjour. Et vous salue également. Cela dit, c'est vrai que c'est un phénomène social qui prend de plus en plus de l'ampleur. Et si je m'en réfère un peu aux dernières statistiques présentées en la matière par le ministère des Affaires sociales, ça tourne environ, ça c'était ça qui date de 2016, je le reprécise. D'accord. Ça tourne environ autour de 18% aujourd'hui. Les familles monoparentales. Oui, ça tourne autour de 18% aujourd'hui. Et donc ça, c'est 2016. Donc, 4 ans déjà passés. Ouais. Donc, vous imaginez que c'est sûr que ça aurait pris encore un peu plus d'ampleur. Ben, il faut dire, si on doit donner une certaine explication aux faits, ce phénomène prend de l'ampleur aujourd'hui dans notre société pour la simple raison que nous sommes dans une société qui est en pleine mutation et donc les valeurs traditionnelles aussi sont en train de changer, sont en train de muter. Aujourd'hui, très peu de mariages arrivent à survivre. Et ça, c'est déjà un problème parce que il y a d'abord la question au niveau des couples. Vous avez souvent des problèmes, soit c'est des problèmes d'humeur ou d'autres problèmes divers. Ça survient surtout parce que les gens ne prennent pas souvent le temps de mieux se connaître, escamotent les étapes et se mettent en couple. Et après, c'est qu'on n'arrive pas à s'entendre parce qu'on se rend compte qu'on n'a pas les mêmes humeurs, les mêmes appréciations de la vie. Et malheureusement, c'est les enfants qui en subissent les faits parce qu'il y a déjà des enfants dans le couple, mais voilà que le divorce est survenu entre-temps. Ouais, donc c'est un problème vraiment de société. D'accord. Mais est-ce que vous pensez que même si on prenait le temps de se connaître, c'est déjà un gage pour éviter ces divorces, ces séparations? Oui, je pense que c'est très important. C'est très important d'arriver à se connaître parce que en essayant de vous connaître, vous arrivez à mieux connaître votre compagnon, à anticiper sur un certain nombre de faits. Oui. Parce que si vous êtes déjà habitué à un certain nombre de réactions de sa part, plus rien ne vous surprend. Ouais. Et vous savez en même temps, en pareille circonstance, quelle attitude adopter pour que vous puissiez toujours continuer votre route comme vous êtes promis ce jour-là en vous rencontrant. D'accord. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. Bon, et puis d'un autre côté aussi, vous voyez, avant, quand on parle de mariage, c'est les parents aussi qui sont impliqués. Imaginez-vous aujourd'hui qu'il y a beaucoup de couples qui se forment où les gens ne connaissent même pas leur belle famille. Ah. Mais bien sûr, vous en rencontrez. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on peut se marier très vite.
vous rencontrez, vous commencez par échanger, un mois après ou 2 mois après vous vous rencontrez, et puis ça y est. Hein, Ça y est, c'est vite envoyé. Voilà, c'est vite ensemble, on va même chercher à comprendre, à connaître l'autre, à connaître sa famille. Parce que le mariage, d'abord, c'est vrai que c'est un contrat entre deux êtres, mais d'abord, dans notre contexte, c'est un contrat entre deux familles qui s'unissent. Mais malheureusement, on ne respecte plus ces aspects-là. Et puis, bonjour les dégâts, quoi. C'est un peu ça. D'accord. Alors, et quel regard, est-ce que la société béninoise accepte ces familles monoparentales? Quel est le regard que l'on pose sur elles? Vous allez voir, la plupart du temps, c'est des gens qui sont étiquetés dans la société. Parce que on n'a pas souvent un bon regard envers cela. Parce que nous avons encore une société conservatrice qui a du mal à accepter ces faits-là. Parce que l'éducation d'un enfant, c'est d'abord le devoir de deux êtres, le père, la mère. Et la société est tellement organisée, vous allez voir qu'en cas même de décès, elle oblige bien souvent la femme à se remarier encore à un membre de la famille. Ce que nous appelons communément le vira. Oui. Et donc, c'est pour vous dire que dans la conception traditionnelle des choses, africaines des choses, l'éducation d'un enfant, c'est d'abord, c'est tout au moins, je le répète, tout au moins l'affaire de deux êtres et non d'un seul être. D'accord. Or, dans la famille monoparentale, nous avons un seul individu qui prend toutes ces responsabilités-là. Voilà. Qui amène bien souvent des difficultés. Alors, puisque vous l'avez dit, ça amène des difficultés. Lorsqu'on se retrouve malheureusement dans cette situation, comment faut-il gérer pour le bonheur et le bien-être des enfants? Bon, c'est un peu souvent difficile parce que le premier défi qu'il faut relever, c'est le défi lié à l'éducation. L'éducation des enfants. Parce que seul, et surtout dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, qui évolue à grande vitesse, la question de la mobilité professionnelle, vous voyez, il faut que le parent aille travailler pour pouvoir rapporter de l'argent pour nourrir la famille. Et puis toutes les contraintes que nous avons autour, aujourd'hui tout ça fait que arriver à gérer seul ces enfants, c'est souvent très difficile pour ce parent-là qui est obligé de jouer à la fois le rôle de père et de mère. Et je dois préciser que dans la plupart des cas, dans cette famille monoparentale, c'est la femme souvent qu'on voit, c'est-à-dire par rapport à on voit quelques hommes, mais c'est souvent la femme qui est mise en exergue dans la famille monoparentale. Donc, qu'elle se retrouve seule à gérer ses enfants, c'est vraiment un casse-tête, un défi pour elle. Et là, elle est obligée de se dédoubler. D'accord. Donc, c'est compliqué. Et si... Mais il y en a qui réussissent parce que, vous savez, à toute situation, il faut toujours trouver des mesures. D'accord. Et donc, malgré le stress ambiant au quotidien qu'elle vit, malgré les émotions et autres, elles arrivent quand même à mettre un certain nombre de mécanismes en place. Tout à fait. Et quand on observe toujours, on sent toujours qu'il y a un manque. D'accord. Un regard, c'est-à-dire il faut toujours la présence de quelqu'un. Et puis, la plupart des cas, vous allez voir, elles sont souvent obligées de chercher aussi quelqu'un, un accompagnateur. Pour jouer le rôle du parent absent. Le rôle du parent, ou tout au moins être là sous forme d'écoute pour elle. Pour pouvoir au moins de temps en temps trouver quelqu'un à qui se plaindre, dire ceci, avoir quelques conseils pour pouvoir venir appliquer. D'accord. Mais lorsqu'on sait que toute cette situation a des conséquences, on peut bien l'éviter, n'est-ce pas? Bien sûr, bien sûr. Bon, c'est vrai, excepté les cas de décès, ça, on ne l'a pas voulu. D'accord? Excepté ces cas de décès là. Le reste qui est lié aux humeurs, je pense que c'est des choses qu'on peut essayer de gérer. D'accord. C'est pourquoi il faut toujours prendre le temps de mieux se connaître pour pouvoir se mettre en couple. C'est vrai, aujourd'hui, quand on prend du point de vue de la démographie, les femmes sont plus nombreuses. Donc, quelquefois, elles ont des difficultés à se mettre en couple. Et donc, ça fait que le premier venu qui arrive plus ou moins à satisfaire un certain nombre de besoins ou de critères.
critères qu'elles se définissent, elles se mettent avec. D'accord. Parce que quand vous regardez aussi les statistiques, c'est que la plupart de ces couples-là aussi, qui se disloquent facilement, c'est aussi dû aussi à la polygamie. D'accord. Parce que les maîtresses qui se transforment après en femmes, Oui. et donc c'est un peu ça. Donc moi je pense qu'il faut toujours prendre le temps D'accord. pour pouvoir mieux apprécier les choses. Merci beaucoup, docteur Martial Nassia Jakidje, d'être intervenu dans cette émission, d'avoir apporté votre lecture sociologique de ce phénomène. Infiniment merci à vous. C'est moi. Merci et bonne journée à vous. Bonne journée à vous aussi. Alors, Madame Oni Fadé, nous avons écouté le sociologue au téléphone. Moi, à travers son intervention, je pense qu'il y a beaucoup plus de responsabilités qui sont attribuées à la femme qu'à l'homme. Et ce n'est toujours pas le cas. Ça peut ne pas être la faute de la femme de se retrouver dans une situation pareille, mais les conséquences sont là. Il faut y faire face. Et généralement, ce n'est pas des conséquences très, très positives. D'accord. Alors moi, je pense que si on retrouve beaucoup plus de femmes dans ce rôle-là, c'est parce que la femme, elle a du mal à se départir de ses enfants. C'est-à-dire quand la femme n'est plus dans un ménage, elle a du mal à laisser ses enfants à l'homme pour qu'il puisse s'en occuper. Parce qu'elle se dit, s'il se remarie, la femme qui viendra après, comment cette femme-là va traiter ou va s'occuper de mes enfants? La plupart des femmes qui arrivent à laisser leur enfant au mari pour qu'il puisse s'en occuper, vous allez voir, certaines n'ont pas de situation professionnelle stable, soit elles veulent se remarier et le nouveau conjoint ne veut pas avoir géré les enfants d'un précédent ménage. Sinon, quand on enlève ces cas-là, vous voyez des femmes qui, elles-mêmes, très tôt, se décident à avoir les enfants à charge. Moi, ce que je recommanderais et ce que je souhaite, c'est que les problèmes qu'il y a entre les deux parents ne puissent pas avoir de répercussions sévères sur les enfants. Et ces répercussions sont plus nombreuses quand le parent qui n'est plus avec les enfants n'a plus l'impression de faire partie d'une façon ou d'une autre de cette famille-là. Qu'on ne veuille pas, le fait que vous n'êtes plus avec la mère ou avec le père de vos enfants ne veut pas dire que vous n'êtes plus parents des enfants. D'une façon ou d'une autre, vous êtes toujours parents des enfants. Donc, ce serait bien quand même de maintenir ce lien-là. Et les parents, et ça, je le dis, il y a eu la fête des pères, beaucoup de femmes sur les réseaux sociaux en ont parlé. Être père, ce n'est pas seulement aider à concevoir un enfant. Ce n'est pas aussi seulement mettre de l'argent sur la table pour l'éducation de l'enfant. C'est aussi s'assurer que cet enfant sait véritablement qu'il a un père dans sa vie. Parce que le risque est grand. Oui. Le risque, c'est que d'une façon ou d'une autre, l'enfant a besoin de modèles. Ça, c'est clair. A besoin de modèles masculins et de modèles féminins. Ouais. Et quand le père n'est pas là pour jouer le rôle de modèle masculin, l'enfant, vous allez voir, il transfère ce modèle-là, soit sur les grands-parents à qui il est habitué, ou sur un oncle, ou sur un ami, en tout cas sur un proche. Vous vous rendez toujours compte que l'enfant est toujours dans la quête d'un modèle. Donc, c'est toujours bon de ne pas oublier ça. Madame Cynthia Hedji, tout à l'heure, le sociologue a évoqué la cause des humeurs. Ce n'est pas toujours évident que ça soit dû à une cause d'humeur ou que les partenaires ne s'entendent pas. Il y a plusieurs autres causes qui peuvent amener le couple à se séparer et dont on n'en parle peut-être pas. Oui, je le pense également. Comme je disais tout à l'heure, l'histoire de chaque personne est différente. Et à part la cause dont le docteur a parlé, je pense qu'il peut y avoir des causes extérieures. Des causes extérieures, c'est-à-dire, par exemple, c'est des problèmes de famille. Ouais. Par exemple, c'est une autre femme ou un autre homme qui vient dans la vie de ces deux-là et qui vient séparer le couple. Donc, c'est au cas par cas. Ouais. D'accord. C'est beaucoup de choses. De toutes les façons, il faut prendre la responsabilité. Oui, nous allons lire les messages. Il faut prendre la responsabilité de prendre soin des enfants, même si on n'est plus ensemble. Oui, toujours. Ouais. Les enfants ne vous ont rien fait. Oui, exactement. Les enfants n'ont pas demandé à venir. Et la séparation des parents ne doit pas affecter les enfants. Tout à fait. La mère qui a en charge son enfant, par exemple, son premier défi, à mon avis, est psychologique. Elle doit pouvoir gérer ses émotions devant l'enfant. Elle doit pouvoir gérer le regard de la société. Elle doit pouvoir rester forte, comme on dit, pour ne pas que l'enfant ressente cette absence-là.
bon, dans sa vie, quoi. D'accord. L'enfant va le ressentir, c'est vrai, mais elle peut atténuer les effets. D'accord. C'est-à-dire le travail est double. Très bien. Nous allons rapidement passer à la lecture des messages. Il ne nous reste plus que quelques minutes. Il y a Herman Adjidé qui dit « Aujourd'hui, on peut résumer les causes des familles monoparentales à 4 situations, soit par le divorce, le décès d'un partenaire, le refus ou l'incapacité d'un parent d'assumer ses responsabilités parentales ou la distance entre les 2 partenaires pour diverses raisons, laissant la charge le plus souvent à la femme. Selon les diverses causes qui génèrent les familles monoparentales dont j'ai parlé ci-dessus, cela peut être une contrainte ou une prise de décision volontaire de l'un des parents de s'occuper seul des enfants qu'il ou elle a eu avec le géniteur ou la génitrice de ses enfants. Toujours est-il que si les 2 parents sont toujours en vie et que l'un garde à lui seul ses enfants, il y a, dans la plupart des cas, des situations contraignantes qui motivent cela. J'imagine que cela ne doit pas être facile à quelqu'un d'être père et mère à la fois. Cela pourrait avoir des effets néfastes sur les enfants, surtout si les 2 parents vivent encore. La famille idéale pour un enfant est le cercle, la famille idéale pour un enfant est le cercle dans lequel l'enfant se trouve en interaction avec ses parents. Et il y a Madame Andrea Bachiomba qui dit « Salut chers tous, être père et mère à la fois est une situation assez récurrente de nos jours. Les causes sont multiples et multiformes. Pauvreté, non-stabilité de l'emploi, charges financières non définies, charge du foyer reposant sur une seule partie, manque de sincérité dans le foyer, manque de dialogue, incompréhension mutuelle, etc. » Et il y a Tata Nina, Madame Eponine Guézo de la France qui dit ceci. Je vais essayer de répondre à ces différentes questions en me basant sur l'expérience des parents célibataires que j'ai dû rencontrer. Concernant les causes, il y en a effectivement beaucoup. Le décès de l'un des conjoints, il y a les grossesses précoces dont les pères n'ont pas reconnu la grossesse ou ont carrément disparu parce que la fille n'a pas accepté d'avorter. On a aussi le cas des parents séparés et qui ont laissé la garde des enfants à l'un des parents. On a aussi les enfants nés chez les maîtresses, etc. Je pense que c'est forcément une contrainte pour un seul parent d'élever un enfant, étant donné que déjà 2 parents, c'est pas évident qu'un seul c'est 2 fois plus de sacrifices, d'implications, de disponibilité et j'en passe. Ça n'a jamais été facile d'être parent, vu tout ce que cela implique réellement. À plus forte raison, être seul, ça doit être très difficile matériellement, financièrement, physiquement, moralement, psychologiquement et autres. Je crois qu'il faut être déjà stable financièrement, c'est-à-dire avoir un travail avec revenu mensuel convenable, être strict et ferme avec son enfant, lui donner le goût aux études et lui faire comprendre qu'il doit travailler très dur et que la vie n'est pas facile. Aussi, dans le même temps qu'on est sévère, on doit leur montrer qu'on l'aime et qu'on est à leur écoute. Beaucoup les conseiller également et leur communiquer la recherche de l'excellence dans toute chose qu'il entreprendra. Il faut évidemment être un modèle à l'enfant car ils nous observent et prennent souvent exemple sur nous. Il ne faut pas être fatigué de répéter les mêmes choses et donc beaucoup de patience et de bienveillance à son égard. Je ne peux pas tout dire, je sais qu'il existe plein d'autres conseils. Dans certains cas, on peut essayer d'éviter cette situation de monoparentalité, mais personne ne connaît l'avenir. Le temps de permettre à Roch de respirer un peu, de souffler un peu. Aujourd'hui, vous n'êtes pas avec vos portables parce qu'on vous l'a chippé. Oui, malheureusement en pour moi, c'est l'effet de la vie. Madame Aniat Bello Onifade, voilà, dites-moi. Aujourd'hui, on sait que la science a évolué et qu'il y a des femmes même qui vont se faire des fécondations in vitro juste pour avoir un enfant. Est-ce qu'au vu de tous ces faits, il n'est pas important de changer le regard qu'on a dans la société sur ces personnes, sur ces familles monoparentales? Parce que je peux décider d'être famille monoparentale, ça dépend.
Oui, eh bien, moi, ça rejoint un peu ce que le sociologue a évoqué au début. Et qu'on le veuille ou pas, la conception de la famille en Afrique est aussi en train de muter. Nous avons une véritable mutation. Et aujourd'hui, nous avons des femmes qui se disent, ce n'est pas parce que je n'ai pas la chance de pouvoir être dans un foyer que je dois me refuser le droit d'être mère. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que je n'ai pas la chance d'avoir un homme, de me retrouver dans un foyer, que je dois me refuser le droit d'être mère. Elles acceptent déjà le fait que, bon, jusqu'à cet âge, relativement en approchant de la quarantaine, je n'ai toujours pas quelqu'un avec qui je peux partager ma vie. Mais j'ai envie d'être mère. Soit, parfois, elles disent à un homme, je n'ai pas besoin de ton aide, je n'ai même pas besoin de ton implication. Je veux juste que tu acceptes d'être le géniteur de mon enfant. Il y a des femmes aujourd'hui qui le disent. Et après, elles prennent sur elles la responsabilité de s'occuper de l'enfant. Et tout ce qu'elles demandent au père, ce que tu as envie de faire dans la vie de ton enfant, choisis de le faire. Parce que cette décision d'être mère, c'est ma décision. Et pour vous appuyer, il y en a même qui vont jusqu'à cacher la vérité au père qui ne sait même pas qu'il entend un enfant quelque part. Oui. Et qui accepte de lever oui, tout seul. Et c'est le cas des femmes qui piègent, puisqu'elles connaissent mieux le cycle que d'autres. Elles essaient de piéger cet homme-là, parce que pour elles, cet homme pourrait avoir le bon gène. Parce que c'est aussi ça la femme recherche. La femme qui a envie d'être mère veut quand même un père qui pourrait apporter de bons gènes à son enfant. Dès qu'elle décide que celui-ci pourrait être un bon géniteur, elle peut décider de le piéger parce qu'elle, tout ce qui lui plaît, c'est qu'elle a envie d'être mère. Et je pense que c'est parce qu'on n'arrive pas à être sincère, qu'on ne se dit pas. Dans d'autres pays, sur d'autres continents, cette femme, elle le dit. Je veux juste un géniteur. Il peut être carrément même, on appellera sur la naissance. Il y en a même qui vont acheter, excusez-moi le mot, le sperme. Il y en a qui achètent le sperme. Il y a même des banques de sperme aujourd'hui dans des pays où il suffit, quand vous avez vraiment envie d'être mère, vous allez vous enregistrer et on vous permet de faire la fécondation in vitro. D'accord. Madame Cynthia a dit, j'ai bien envie de vous demander comment est-ce que vous supportez le regard de la société vis-à-vis de votre situation. Son intervention va tenir lieu de mots de fin parce que le temps imparti est déjà épuisé. Je vais reconnaître que les débuts n'ont pas été faciles et ce qui m'a aidé à supporter le regard de la société, c'est d'abord mon estime de moi-même. Ce n'est pas une situation que l'on aimerait vivre et donc je n'ai pas choisi cette situation-là. Et la force est venue d'abord de moi-même, ensuite de mes parents, ensuite de ma fille. Parce que demain, lorsqu'elle ne sera pas bien éduquée, c'est cette même société-là qui viendra m'accuser. Donc, je n'ai vraiment pas de compte à rendre à la société. J'ai des comptes à rendre à mon enfant. C'est son éducation que je dois assurer. Et c'est ça, je crois, qui me permet de, je ne dirais pas m'en foutre, mais de ne pas m'en faire de ce statut. D'accord. Très bien. Merci. Oui, merci beaucoup, madame. Je vous souhaite du courage. Hein. Oui, c'est pas facile. Cynthia Hedji, du courage à vous. Non, mais merci on ne va pas également. souhaiter du courage à Ania Tony. Non. Mais on a tous besoin de courage. Annie. Non, je voudrais lui dire merci. C'est que dans notre cas, oui, c'est définitif. Dans le cas où l'un des conjoints décède, ses enfants ont à vivre définitivement sans l'absence d'une mère. Merci Agnate Bello. Et voilà, mes chers téléspectateurs, merci de nous suivre et de contribuer à l'animation de cette émission. Malheureusement, nous n'avons pas pu lire tous les messages. Ne vous en faites pas, toutes nos excuses. En tout cas, les discussions se poursuivent dans les différents lieux, les différents forats, etc. Merci.